Bonsoir mesdames et messieurs, un réel plaisir de vous retrouver comme chaque lundi pour le meilleur du sport national et international. Aujourd'hui c'est le 26e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui on reviendra sur les championnats d'Afrique de judo qui ont pris fin hier, donc dimanche à Tunis. L'Algérie a récolté 18 médailles, 2 en or et qualifié 5 athlètes aux Jeux Olympiques de Rio. Kenza Dahmani crée la surprise au marathon de Rome en se classant 3e et en obtenant les minima pour les Jeux Olympiques de Rio. Les championnats d'Afrique de tennis de table à Cheraga, on reviendra avec un compte rendu signé Nassima Imloul, et puis une longue page handball, de belles affiches entre les 4 prétendants au sacre cette saison, et un gros plan sur le CS Belmoradaïs qui accède pour la première fois de son histoire au second palier du championnat. Dans la deuxième partie, on parlera rallye avec 2 invités de marque. Il s'agit de Daniel Koto et Mohamed El Raouti, tous deux organisateurs de rallye. D'ailleurs, ils ont pris part au rallye Red Sahara, la première édition qui s'est déroulée en début 2016 en Algérie. Tout cela avec nos invités et également notre consultant qu'on retrouve avec grand plaisir. Abdelmour Belkhir, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir amis sportifs et bonsoir à notre cher invité que je te laisserai le soin de dévoiler le nom. Et notre invité pour cette première partie n'est autre que l'actuel directeur technique national de judo, M. Samer Sba, qui arrive tout juste de Tunis où ont pris fin donc les championnats d'Afrique. M. Samer Sba, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie pour votre invitation, vous aussi. C'est avec plaisir que je partage notre joie aujourd'hui avec vous à Cannes-Algérie. Voilà, on va revenir bien évidemment sur les championnats d'Afrique avec un objectif de départ de 4 médailles d'or. Vous avez récolté 18, 2 en or et 5 belles qualifications au JO. Oui, effectivement, le judo algérien aujourd'hui brille avec nos 5 athlètes qui sont qualifiés aux Jeux Olympiques. Vous savez bien que les 22 meilleurs judokas au monde qui sont qualifiés, donc nos 4 garçons sont parmi les 22 meilleurs athlètes judokas au monde. Et notre 5e athlète Aslah Sonia, qui est la meilleure athlète africaine, qui est qualifiée d'après l'Union africaine en invitation. Ça veut dire que quota continent africain. Donc c'est la 5e judokate qui a été qualifiée hier en Tunisie. Et c'était le cas également pour elle lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Alors on va rappeler les qualifiés. Il s'agit de Benamadi Abdelrahman, moins de 90 kg, Lies Bouyakoub, moins de 100 kg, Amin Mohamed Taïeb, le champion du monde militaire, plus de 100 kg, et Houd Zordani, moins de 66 kg, vous l'avez dit, Sonia Asla, plus de 78 kg. L'œil du consultant, Abdelmour Belkhir, déjà un commentaire sur ces championnats d'Afrique et surtout la participation algérienne. Enfin, je dirais que ces championnats d'Afrique, ces joutes africaines sont parmi peut-être les joutes les plus importantes de l'histoire du judo. La participation algérienne est fort acceptable puisque les Algériens ont été dans les cordes un peu prévues avec la qualification de 5 judokas pour les Jeux Olympiques, 2 médailles d'or à la clé. Comme le disait tout à l'heure M. Sba dans les coulisses, vous savez, le titre africain, c'est un titre pratiquement honorifique cette fois-ci, puisqu'on peut être champion d'Afrique en
dans différentes catégories, mais ne pas avoir une qualification décrocher la timbale pour les Jeux. Et je veux pour preuve le titre gagné par l'Algérienne Tariket, qui malheureusement n'est pas retenu pour les Jeux. Donc je dirais que si les Algériens ont été se sont classés troisième derrière les Tunisiens qui évoluent à domicile et l'Égypte, la Tunisie avec 5 médailles d'or, l'Égypte avec 4 médailles d'or et l'Algérie avec 2 médailles d'or, cela ne reflète pas amplement le niveau d'ensemble de ces joutes. Et les Algériens qui ont quand même réussi à placer 2 athlètes pour les Jeux Olympiques sont au même rang que l'Égypte et que les Tunisiens qui, à leur tour aussi, ont réussi à composter 2 billets pour chacun d'eux. Alors, 5 qualifications, ça c'est la satisfaction, M. Seba. Par contre, si on se base également sur les commentaires, l'Algérie aurait pu faire mieux, c'est-à-dire au moins décrocher les 4 médailles d'or comme objectif assigné. Oui, effectivement, l'objectif numéro 1, c'était la qualification du maximum d'athlètes aux Jeux Olympiques. Ça, c'est notre premier objectif. Et effectivement, on aurait bien voulu avoir 4 médailles d'or, mais ça aurait été très difficile. Et on pouvait faire mieux, mais nos athlètes Bouyakob Lies et Zordani Houd, qui n'ont pas pu accéder à la médaille d'or, premièrement parce que l'arbitrage qui était un petit peu en notre défaveur, du moment où c'est la Tunisie qui a organisé les championnats d'Afrique, et on connaît, tout le monde connaît, quand un pays organise un championnat, il y a des coulisses, il y a plusieurs effets qui rentrent dans ce domaine. Donc, mais nous, on n'est pas déçus par rapport à ça, parce que nos 2 athlètes aussi, il ne faut pas oublier qu'ils ont fait dernièrement, les derniers 6 mois, ils ont fait une grande charge, ils ont fait 12 tournois internationaux dans les 5 continents. Ils ont fait presque l'Asie, l'Europe, l'Afrique, donc pour gagner des points. Donc nos athlètes étaient très fatigués, l'équipe médicale, l'équipe technique, ils ont tout fait pour l'équipe psychologique aussi, pour remonter le moral de nos athlètes, mais on est satisfait parce que notre objectif numéro 1 pour nous, pour les comités olympiques, pour les ministères et pour nos athlètes, c'était la qualification aux Jeux Olympiques. Cette année, c'était la qualification, c'est la dernière année olympique, on était obligé de donner tous les moyens à nos athlètes. Et l'objectif qui a été respecté, c'est la qualification, alhamdoulilah. Oui, Abdelmouk, allez-y. Moi, j'ajouterais ce que vient de dire notre ami M. Seba. Il faut tenir compte aussi de la retraite de quelques-uns des cadres du judo. Et il y a aussi le judo algérien ces dernières années en train de faire sa mue, notamment avec le retour fort apprécié de M. Seba, qui a longtemps été un peu mis sur le côté. Et je pense que aussi, comme l'a dit tout à l'heure, je pense que l'arbitrage a notamment un peu lésé l'Algérie qui aurait pu avoir dans son escarcelle 2 autres médailles d'or. Et là, je pense à la fille et surtout Asla Sonia et même voilà, lésé aussi. Voilà. Je suis d'accord. Donc moi-même j'ai fait 2 réserves avec le directeur de l'arbitrage. Il m'a dit je peux rien faire. Or la réglementation, le directeur de l'arbitrage peut changer une décision du trio d'arbitres. Mais le directeur d'arbitrage que je prends à témoin, il m'a dit: Monsieur Seba, vous avez raison, mais je ne peux rien faire. Ça veut tout dire. Sur le plan technique, puisque vous êtes directeur technique national, est-ce que décrocher le titre africain et se qualifier pour les JO, est-ce que ce sont 2 objectifs diamétralement opposés pour vous? Non, on peut avoir les 2, mais comme surtout le titre africain vient à une centaine de jours avant les Jeux de Rio, c'est un petit peu la complexité de cette année. Moi, je suis conseiller en sport, je suis expert à la Fédération internationale, j'étais ex-entraîneur. Donc, nous, au niveau de la Fédération, on ne pouvait pas prendre le risque de faire, d'avoir des athlètes en forme en ce moment. Non, c'est pas la chose. On ne peut pas faire 2 objectifs, 2 grands objectifs principaux en même temps. Courir 2 livres à la fois. On pouvait prendre le risque. Et on pouvait prendre le championnat d'Afrique, mais ne pas qualifier nos athlètes. Donc on a préféré avoir un seul objectif et déterminé,
et donner tous les moyens à cet objectif qui est les Jeux Olympiques. Si on aurait donné tous les moyens pour la préparation aux Championnats d'Afrique, je vous garantis qu'aujourd'hui, peut-être qu'on aurait eu 5 médailles d'or, mais la qualification, aucun athlète. Donc le choix est vite fait. Hein, c'est l'année olympique qui prime. Il y a l'année olympique, il y a aussi les Jeux Olympiques, et les Jeux Olympiques, c'est l'État. C'est le ministère, c'est le comité olympique. Maintenant, quand on se retrouve avec beaucoup d'athlètes au niveau des Jeux Olympiques, c'est tout le monde qui est présent. Par contre, le championnat d'Afrique, c'est tous les années, mais les Jeux Olympiques tous les 4 ans. Ça d'un côté. Le deuxième côté, les Jeux Olympiques, il y a des athlètes comme Benamadi Abdelrahman, qui est deuxième au championnat du monde, comme Bouyakoub. C'est une chance de participer aux Jeux Olympiques, c'est un palmarès pour eux. Et je ne vous cacherai pas que notre plan d'action qu'on va mettre en place dès la semaine prochaine pour la préparation aux Jeux Olympiques et pourquoi pas ne pas décrocher une médaille aux Jeux Olympiques. Alors justement, vous venez d'évoquer Abdelrahman Benamadi, deuxième au championnat du monde. C'était en 2005, il faut se rappeler. Donc et là, il est passé depuis 2005 par des débats. Est-ce qu'on peut dire avec ce titre africain que c'est le grand retour de Benamadi? Oui, je pense que Benamadi, c'est un grand athlète, il va rester grand athlète parce que du moment où il fait partie des 22 du quota mondial, donc c'est un bon technicien, il est sérieux au niveau des entraînements, par contre il a 31 ans, donc il est un petit peu en fin de carrière, donc je pense qu'il a fait un bon travail et il mérite sa qualification aux Jeux Olympiques. C'est le troisième jeu. C'est le deuxième jeu? Troisième, je pense troisième. J'étais en 2008. Ah, oui. En 2008. Donc 2008, 2012 et maintenant. Donc je lui souhaite que cette fois-ci, il va pouvoir décrocher une médaille aux Jeux Olympiques. Voilà, on va voir Benamadi Abdelrahman lorsqu'il recevait cette belle médaille d'or, la seule chez les garçons. Et il faut le rappeler, lors des championnats d'Afrique, les images s'il vous plaît de Benamadi Abdelrahman, de grand retour. Il a retrouvé sa forme à l'occasion de ces championnats d'Afrique. On va l'écouter juste après avoir reçu la médaille. Il était au micro de notre collègue, de notre correspondante دنيا حجاب. الحمد لله راني فرحان بهذا الريزلت اللي درتها ومام طون هكا الانسان باش يخمم لا بريباراسيون تاعو لي جوز اولمبيك ما يكونش عنده ضغط ولا مازال ما تاهلش وكذا. Il a bien résumé la situation en 10 secondes. C'est surtout échapper à tous les calculs, échapper surtout à la pression par rapport au calcul, au pointage. Justement, contrairement aux autres disciplines comme la lutte, les deux titres, les deux premières places n'ouvrent pas forcément droit à la qualification en gym. Ce qui s'est passé en 2012, l'expérience me montre que les calculs qu'ils ont fait en 2012, la présidente équipe, donc Benirlef, il n'a pas pu se qualifier parce qu'il devait avoir la médaille d'or au championnat d'Afrique et il n'a pas eu la médaille d'or, donc il lui manquait 40 points. Et par rapport à ça, il n'a pas pu se qualifier. Donc nous, notre plan de stratégie qu'on a fait au niveau de la fédération, c'était d'éviter de faire de la pression aux athlètes et de leur dire il faut avoir la médaille d'or au championnat d'Afrique, sinon vous n'êtes pas qualifié. Ça, c'est une pression supplémentaire. Donc on a tout fait pour préserver nos athlètes et les mettre à l'aise. On leur a dit si vous êtes sur le podium, c'est bon, vous êtes qualifié. C'est par rapport à ça qu'on a pu qualifier les quatre garçons. En plus de ça, les tournois qu'on a choisis, c'était des tournois choisis minutieusement et tactiquement. Je vais vous expliquer. Il y a des tournois où il y a 200 points, 100 points, 80 points, 250 points. Donc une stratégie a été faite et par rapport à ça, nos athlètes ont participé au bon endroit et au bon moment. L'ambiance au sein de l'équipe nationale, filles et garçons? Donc nous, bien sûr, avant la compétition, il y a le stress, il y a les nerfs, tout le monde est stressé. Donc c'est logique, c'est la famille du judo, donc on se comprend, on se connaît, on discute énormément, on fait beaucoup de réunions, on essaie de sensibiliser les gens sans augmenter encore plus de pression. Au niveau de la Tunisie, il y avait beaucoup de journalistes. On leur a dit il ne faut pas approcher trop les athlètes avant la compétition. Donc, alhamdoulilah, ils étaient conscients de la situation. Donc, on a pu maîtriser notre groupe. On a pu les gérer bien comme il faut.
alhamdoulilah, par rapport à ça, on a réussi à décrocher notre objectif qui était la qualification. Voilà, alhamdoulilah. Donc, vous restez avec nous. Vous connaissez le principe de 5 ans de chrono, c'est de traiter également les autres faits marquants de l'actualité. On va parler à présent de tennis de table, puisque l'Algérie organise en ce moment, et depuis jeudi passé, les championnats d'Afrique junior à la salle de Cheraga. Retour sur les 3 premières journées avec ce sujet signé Nassim Imboul. Very good organization here in Algeria. I'm the first time the second time in Africa, but the first time in Algeria. I'm impressed. I heard from the players transport is working, food is very good. I saw this venue for table tennis players. Light is very important. This is very good light. Tables and flooring is okay. So everything is okay, and I think every player can be satisfied with these conditions. C'est avec une grande satisfaction que le président de la Fédération internationale de tennis de table a exprimé son avis sur l'organisation de l'Algérie de ce championnat d'Afrique qui a débuté ce vendredi à la salle Omnisport de Cheraga. Tous les moyens ont été ainsi réunis pour le bon déroulement de la compétition, permettant aux athlètes des différents pays participants de donner le meilleur d'eux-mêmes. La première journée a été marquée par la qualification de l'équipe nationale cadette pour les demi-finales qui les a opposés à son adversaire égyptienne, et c'est l'expérience qui l'emporte en finale. L'équipe égyptienne face à l'équipe tunisienne assure la victoire et remporte la médaille d'or. L'Algérie à la 3e place est en bronze en remportant le match contre les îles Maurice. Même scénario chez les cadets. Pour les juniors, ils sont disqualifiés aux demi-finales par les Nigériens. Ces derniers affrontent les Tunisiens. Pour les U21, l'Égypte est première au classement, suivie par la Tunisie. L'Algérie, elle, est à la 3e place en battant le Congo-Brazzaville. La compétition se poursuit jusqu'au 12 du mois en cours et l'objectif principal demeure la qualification au championnat du monde qui aura lieu en Afrique du Sud. C'était un retour sur les 3 premières journées. La compétition se poursuit bien évidemment aujourd'hui à la salle de Cheraga. Bonne nouvelle pour les 2 doubles juniors filles donc algériens qui se sont qualifiés en demi-finale. C'était en début d'après-midi. À présent, on va parler de marathon et bonne nouvelle Abdelnour Belkher pour Kenza Dahmani qui réussit sa reconversion d'athlète de fond et de demi-fond à une athlète de marathon, spécialiste du marathon. On connaissait la valeur intrinsèque et la valeur athlétique de Kenza Dahmani, qui pendant presque 2 années a été contrainte de se reposer du fait de l'arrivée d'un deuxième enfant. Kenza Dahmani qui a réussi tant bien que mal à se requinquer malgré certaines difficultés dues à la prise en charge, et compte tenu de son moral de battante, elle a réussi à retrouver ses meilleures sensations, et le dernier résultat en date, sa 3e place au marathon international de Rome, qui est quand même une compétition bien assise dans le calendrier de la fédération internationale, et qui cette saison encore a bénéficié d'une très importante participation tant masculine que féminine, avec la présence des ténors de la spécialité. Des Éthiopiennes. Et Kenza Dahmani a réussi quand même un exploit de première grandeur en montant sur le podium, en occupant la 3e place, avec une performance quand même digne d'intérêt, 2h33 dans 30 minutes. Elle pulvérise carrément son record, 2h33-53. Et elle n'a été battue que par le duo éthiopien, 2 athlètes confirmés, pratiquement parmi le Gotha mondial. Rahma Tuza, 2h28-49, et Mulu Diro Melka de 29-59. Et Kenza Dahmani est assez bien paré pour peut-être réussir un autre coup. 36 ans, c'est le bon l'âge pour le marathon. Pour le marathon, c'est quand même l'âge de la maturité, et je pense que Kenza Dahmani dispose des atouts psychologiques, puisque à chaque fois où elle a trébuché, elle a réussi à reprendre la marche en avant. Et
le fait qu'elle ait encore à ses côtés Souad Aït Salem qui est elle aussi qualifiée aux Jeux Olympiques pourrait nous valoir peut-être des satisfactions, à la limite une performance digne d'intérêt aux Jeux Olympiques, ce qui ne sera quand même pas une mince affaire compte tenu des forces en présence. Souad Aït Salem et Kenzad Ahmani qui vont accompagner toute la délégation, ils sont de 62 je crois jusqu'à présent qualifiés, alors que l'objectif c'est de qualifier 70 athlètes, c'est l'objectif du comité olympique algérien. Souad Aït Salem, première qualifiée. Bonne nouvelle pour elle, opérée avec succès du genou. La marathonienne algérienne a été opérée donc, et devrait pouvoir reprendre les entraînements d'ici une vingtaine de jours. La sociétaire de l'Olympique Borj Bahij a contracté, rappelons-le, cette blessure le 6 mars dernier suite à une mauvaise chute sur le 10 km de Casablanca. C'était donc au Maroc où, malgré la douleur, elle avait réussi à décrocher la 5e place, améliorant au passage son record personnel de l'épreuve. C'est peut-être le fait qu'elle ait terminé la course après la blessure. Oui, commencer, comme tout un chacun le sait, les marathoniens sont quand même des personnes qui sont un peu atypiques, puisque courir 42 km dans des conditions souvent épouvantables, partant de pluie, de neige, de grêle, par un soleil, par une canicule, n'est tout de même pas quand même une mince affaire. Et puis les marathoniens terminer avec des performances à la clé relève quand même d'un tempérament de feu quand même qui n'existe pas chez les autres spécialistes, et à chaque fois il faut leur rendre hommage et reconnaître les mérites de ces immenses athlètes. On espère un grand retour pour Souad Aït Salem au plus vite possible, puisqu'il reste un peu plus de 100 jours, 116 jours exactement avant le début des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro. Le volleyball à présent, volleyball dames, GS Pétrolier Wydad Tlemcen pour le compte de la 16e journée, une belle affiche, et pourtant les pétrolières avaient les faveurs des pronostics dans ce duel. Seulement voilà, les Tlemceniennes sont venues avec une ferme attention de tenir la dragée haute aux pétrolières en prenant le premier set 25-17. Ensuite, les pétrolières se sont ressaisies et ont gagné le second set 25-15 avant de dominer les deux derniers sets 25-19, 25-15. Victoire par 3-7-1. Mais il faut dire que les pétrolières ont sué pour obtenir cette victoire face au Wydad Tlemcen. Les pétrolières qui occupent, rappelons-le, la seconde place juste derrière l'ASW Béjaïa qui a pris 4 points de différence après 16 journées jouées. On écoute. On est une équipe difficile qui nous le match à Floual, mais il y avait quelques difficultés parce qu'il y avait quelques filles déjà en blessure et tout, mais alhamdoulilah cette année on a pu se ressaisir, on a essayé de démarrer directement اللعب ديالنا et ما نخليوهمش هما اللي يبداو علينا. Voilà, mais alhamdoulilah, on a pu gagner 3-1. On est une équipe très jeune, on a préparé parce que déjà on a plus expérimenté. On essaie de préparer, on va voir. C'était le résultat de la 16e journée du championnat de volleyball féminin. On quitte le volley pour parler cette fois-ci de handball et surtout deux belles affiches entre 4 prétendants, le GS Pétrolier qui recevait la GS Uskikda et le CR Borj Bahij qui jouait à domicile face au CRB Berqi. Les deux affiches ont tenu toutes leurs promesses. Je vous propose de revenir sur ce match GS Pétrolier et GS Uskikda qu'a couvert pour nous donc notre collègue de la chaîne nationale Toufiq Derbel. Les pétroliers
qui ont eu du mal cette fois-ci à gérer ce match face au Skikdi. Il faut rappeler, l'une des meilleures équipes du championnat. Les images, on va les voir. Donc, les principaux buts inscrits dans cette première mi-temps avec une légère domination pour les pétroliers 14-11. Et avec un grand gardien, Selahdi, qui est de retour. Et vous le voyez, arrêtant ce but qui est étouffé de la part de Skikdi, Farouk Deili à l'image qui encourage ses poulains. 14-11 sera le score en première mi-temps et en seconde période. Les Skikdi ont failli renverser la situation en leur faveur, mais seulement il y avait des joueurs expérimentés du côté du GSP. On écoute les deux entraîneurs. Pour le moment, il nous reste 7 matchs. Notre objectif c'est de gérer tous nos matchs, match par match. Alhamdoulilah, on a gagné aujourd'hui contre Skikda, contre le champion d'Algérie. Et là, on va essayer de gérer tous nos matchs. Chaque match a de l'importance. Inch'Allah, on va jouer le prochain match contre Beraq, Inch'Allah. On essaiera, Inch'Allah. On sera au top, Inch'Allah. Et ça sera, j'espère que ça sera fair play comme aujourd'hui. Bon, je tiens à féliciter les deux équipes. On a vu un très bon match. Pour cette saison, j'ai déjà déclaré avant que cette saison, le titre est difficile pour nous. Parce que, enfin, il faut être réaliste. Il y a eu des départs comme Kabash, Ali Lavnan, Bourmis. Et il y a eu 5 joueurs titulaires, dont 2 sont blessés ils ont opéré avec les ligaments croisés. On a fait remonter quelques jeunes, mais pour avoir un groupe au top comme l'année passée, il nous faut du temps. Bon, malgré ça, on essaie de progresser à chaque match. On se remet en cause à chaque match. Pour ce match-là, c'était l'expérience qui a fait la différence, surtout sur quelques balles. On a vu un grand Belkous à deuxième mi-temps pendant le match, un Selahdi. C'est tout à fait normal face à nos jeunes joueurs. C'est déjà un acquis. On pouvait les gagner, on pouvait faire un match nul, mais c'est ça le sport. GSP qui a pris une belle avance de 3 points devant le CRB Berjbaouidj, second 29 points et troisième le CRB Beraqi qui recevra vendredi prochain le GS Pétrolier dans un match placé sur le signe de la revanche, car souvenez-vous, les pétroliers s'étaient inclinés en quart de finale de Dame Coupe il y a de cela un peu plus d'un mois. On reste avec le handball, mais avant de parler de handball féminin, on revient à notre invité, monsieur Sba, pour parler surtout des Jeux Olympiques. Il reste 116 jours. Quel est le programme d'ici là? Donc pour la préparation aux Jeux Olympiques, nous avons préparé un plan d'action qui va être pris en charge par le comité olympique et par le ministère. Du moment où c'est les Jeux Olympiques, donc il faut une bonne préparation. Donc l'équipe nationale, ou plutôt les athlètes qualifiés, ils vont rentrer en stage à partir de lundi au centre de Soudania. Ils vont un petit peu soigner leurs petits bobos et redémarrer Comment vous avez trouvé le centre de Soudania? Bon, pour le moment, il est bien. On trouve toutes les communautés pour se préparer. Mais à un certain niveau, on ne peut plus rester à Soudania. On est obligé d'être à l'étranger. Donc on a choisi de faire des stages au Japon. On va faire aussi des stages en Europe. On va faire des stages en Russie. Donc on va toucher un petit peu tout le judo mondial. Du moment où les Jeux Olympiques, c'est le judo mondial. Donc une préparation adéquate à ce niveau. De préférence qu'elle soit faite à l'étranger. Sincèrement, les athlètes les plus proches du podium olympique? Donc le podium olympique, c'est les 22 au monde. Du moment où on rentre parmi les 22 meilleurs judokas au monde, tout est ouvert. Tout dépendra du tirage au sort, surtout. Du tirage au sort, du jour J, de l'état de forme de l'athlète. Ça se peut que comme Ben Khlef, comme Soraya Haddad, qu'ils ont fait une bonne préparation, ils étaient à leur jour, ils ont pu décrocher une médaille. Donc pour nous, l'athlète, il suffit qu'il se qualifie aux Jeux Olympiques, dès qu'il rentre parmi les 22 au monde, ça veut dire qu'il peut être sur les athlètes sauvages. Ah oui, c'est ça.
Voilà pour ce qui est donc de la préparation de nos judokas pour les Jeux Olympiques. On revient au handball pour parler cette fois-ci de handball féminin. La 12e journée de la division Excellence, où il y avait une rencontre, on va dire, déséquilibrée entre les pétrolières qui recevaient une équipe, l'école de Hawa Saïda, une école de handball. Retour sur cette rencontre avec Nassim Imloul. Ce sont les Hawa de Saïda qui vont ouvrir le score de cette rencontre qui les a opposés au solide leader du GSP. Mais il va falloir attendre presque 5 minutes pour que les pétrolières réussissent à inscrire leur premier but. Les protégés de Rabah Graïch vont axer plutôt sur la défense et la contre-attaque durant la première mi-temps qui finit à leur avantage avec un écart de 5 points, soit 12-7. Et c'est à la deuxième mi-temps que les choses deviennent plus sérieuses, que le jeu est plus animé. Surtout chez les Saïdiennes qui se réveillent enfin. À 15 minutes de cette dernière partie du match, les joueuses de Hamida Rahal réduisent l'écart à 2 points, mais toujours à l'avantage des pétrolières qui, elles, vont se relâcher et perdre de leur vitalité. À 5 minutes de la fin de la rencontre, le GSP dépasse son adversaire de 5 points. Les Saïdiennes ont raté plusieurs tirs. Et c'est sur le score de 23-17 que le GSP remporte la victoire, consolidant ainsi sa première place. L'équipe Hawa Saïda maintient, elle, aussi sa 3e place. Bon, c'est un match qui était très, très serré, c'est un bon match. Même je félicite mes joueuses pour le grand match qu'elles ont fait cette matinée. Nous, notre objectif, c'est toujours de viser la 3e place. Bien sûr, on connaît bien le JSP qui a pas mal de joueuses expérimentées. Mais malgré ça, j'ai fait profiter mes jeunes joueuses, les juniors, vu qu'on est qualifié aux demi-finales de la Coupe d'Algérie. J'ai fait participer les joueuses juniors pour qu'elles prennent de compétition pour préparer les demi-finales, qui est l'objectif de l'association de jouer les finales Coupe d'Algérie en U20. Je félicite le GSP et je leur souhaite un bon parcours. On conserve la première place. C'est un match par rapport à comparer à la première mi-temps, c'est un match disputé en deuxième mi-temps. Je ne sais pas pourquoi je pense que c'est dû au relâchement de nos joueuses. Bon, en plus, c'est inacceptable. Le match se joue en 60 minutes. Nos joueuses n'ont joué que 30 minutes. On va Inch'Allah régler ça dès les prochaines semaines d'entraînement. Pétrolière qui, après 12 journées de compétition, on avance de 2 points sur les tenantes du titre du doublé, les Elbéroises, qui ont gagné à Mila aisément 24-18. Le GSP en force à Abdenour Belkhair dans les 3 disciplines collectives. Ça veut dire tout simplement que les pétroliers ont la ferme intention de revenir au plus haut niveau. Parce que l'année dernière, ils avaient perdu leur titre en volleyball, les 2 dernières saisons. Les pétroliers, donc, au niveau du handball féminin également, face aux Albériennes. Et cette fois-ci, dans les 3 disciplines, ils occupent les premières places. Oui, comme on le sait, le GSP qui a perdu un peu de lustre dans les 3 disciplines retrouve un peu ces équipes retrouvent un peu les meilleures sensations. En témoigne les classements actuels. Les 3 équipes occupent le leadership des 3 disciplines. Et c'est toujours la stabilité qui règne au sein du GSP. Et encore une fois, les 3 équipes ont toute raison pour terminer en roue libre la fin de saison. Encore faudrait-il que les autres équipes restent assez concentrées pour pouvoir bousculer une hiérarchie qui semble être bien établie. Votre avis, M. Sebah, sur le GSP, certainement, ils sont également forts en judo avec la sélection nationale militaire. On peut tout dire
du GSP, sauf que c'est un club vraiment bien structuré. Il faut dire que c'est un club structuré, il faut le reconnaître. Oui, effectivement, le GSP, c'est parmi les 12 meilleurs clubs d'Algérie au niveau du judo. Donc, ils ont beaucoup d'argent aussi, ils ont beaucoup de moyens. Il leur manque un petit peu la formation au niveau des jeunes, ils n'ont pas une bonne école. Par contre, au niveau des seniors, ils ont de bons entraîneurs, ils ont beaucoup de moyens, donc ils y mettent les moyens. Et c'est pour ça qu'ils ont des résultats, des bons résultats. La relation DTN club. Donc, moi, personnellement, la fédération, on a de très bonnes relations avec les clubs. D'ailleurs, le plan d'action que j'ai proposé au niveau de la fédération, il a été remis aux 12 meilleurs clubs d'Algérie. À chaque fois, il y a des réunions techniques. J'invite les DTS des différents clubs pour leur avis, surtout les clubs où il y a beaucoup d'athlètes au niveau de l'équipe nationale. D'ailleurs, même au niveau du championnat d'Afrique, on a invité les entraîneurs des clubs où ils ont pu assister et voir leurs athlètes au niveau international. Le niveau international, justement, Abdel? Non, mais le travail foncier, le travail qui doit se faire en matière de judo ou bien d'autres disciplines, c'est beaucoup plus dans les clubs qui doit se faire parce que les clubs sont un peu la cellule nourricière de tout le mouvement sportif national. Et quand les clubs font du bon travail, cela se reflète positivement au niveau des équipes nationales. Donc c'est beaucoup plus, le travail axé beaucoup plus au niveau des clubs qu'au niveau des fédérations. Les fédérations nationales prennent en charge uniquement la crème, l'élite de ces clubs. Donc il faut mettre les paquets, accorder les moyens qu'il faut à ces clubs pour qu'ils puissent trouver toutes les commodités et parfaire la préparation de leurs athlètes. Espérons qu'elle sera parfaite, la préparation de nos athlètes. On va vous souhaiter bonne chance pour les 116 jours qui restent avant les Jeux Olympiques, avant d'aller rejoindre notre collègue Hassan Jabel pour l'émission Sahariada. Je vous remercie pour votre invitation. Je peux dire que l'objectif de la fédération est atteint à 99%, à part la petite déception de Walla Al-Kautar où on attendait vraiment une meilleure athlète algérienne. Oui, c'est ça, la meilleure athlète 2015. Donc, elle pouvait facilement avoir une médaille d'or et c'est la médaille d'or qui l'aurait qualifiée aux Jeux Olympiques. Et qui dit qualification aux Jeux Olympiques, dès les moyens de se préparer aux Jeux Olympiques où elle pouvait peut-être avoir une médaille. Donc on est un petit peu déçu par cette défaite. Par contre pour le reste, l'objectif principal il est atteint. Donc je pense que tous les moyens seront mis pour ces 5 athlètes pour se préparer et représenter l'Algérie dignement aux Jeux Olympiques de 2016. Il y a une athlète qui a été blessée. Est-ce que la blessure en question n'est pas aussi méchante que l'on croit? Non, par rapport aux blessures, alhamdoulilah, on a un bon staff technique, on a le CNMS qui est toujours avec nous, qui nous ouvre toujours ses portes avec ses différents médecins kinés. Donc tous ces petites blessures, ces petits bobos seront pris en charge par la commission médicale de la fédération et d'ici là tout pourra être rentré dans l'ordre le plus tôt possible. On a compris, rien d'inquiétant heureusement pour nos athlètes. On va vous souhaiter bonne chance et merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci, je vous remercie. La chance, c'est toute l'Algérie qui est derrière. Donc, par rapport à ça, c'est tout le peuple algérien qui est derrière, qui nous supporte, qui nous suit. Même les journalistes, je vous remercie pour le soutien. Même au niveau de Tunis, les journalistes étaient avec nous. Dès qu'on leur dit il ne faut pas s'approcher des athlètes, ils étaient compréhensibles. Tout était derrière nous. Par rapport aux journalistes, donc tout le peuple algérien nous regardait, toute notre famille nous regardait. C'est peut-être ça qui nous a encore encouragé plus pour avoir ces résultats. Voilà, merci encore une fois d'avoir été parmi nous, M. Seba, et bonne chance pour les Jeux Olympiques. Avant de passer au second plateau, on va retrouver Daniel Koto et Mohamed El-Raouti, organisateurs tous deux de rallye. Je vous propose de découvrir une charmante équipe de handball. Il s'agit de l'équipe du CS Bir Moradaïs qui a pu accéder au second palier du championnat national, ce que les footballeurs n'ont pas réussi à faire. Les handballeurs l'ont fait et ont réalisé une très belle saison pour accéder au second palier. كما موافقين كما لعبنا الماتش تاعنا هذيك 14 ماتش
Il s'agit là d'un briefing d'avant-match ordinaire pour le coach Rizqi Mellal et ses protégés du CS Bir Morad Raïs. Mais la circonstance est tout autre car l'équipe s'apprête à fêter un moment historique, l'accession en seconde division, un objectif atteint après 4 saisons d'existence seulement. درنا جهد نساروا حتى 11 ساعه الليل مع اللاعبين والحمد لله التعب تاعنا ما راحش بطل وهذا ثمرة جهودنا تاع السنه هذه بتتويجنا بكاس البطوله. بعد 4 سنين من المجهودات هذا العام وفقنا ربي رانا حققنا الصعود هذا العام ان شاء الله بفضل نقولوا الطاقم الفني والطاقم المسير. Pour ce match gala face au Cheikh d'El Qsor, 3e du classement général, la présence des supporters du club et des personnalités influentes était indispensable, normal car il fallait marquer l'événement. Les camarades du capitaine Mberno ont encore une fois séduit, la présence du trophée constituait certainement un stimulant supplémentaire. Le CSB clôt le débat par une belle victoire de 26 buts à 22, place à présent à la fête. C'est une accession historique pour le CS Bir Morad Raïs. Elle est venue après des efforts des joueurs, du staff technique, des dirigeants. Tous les efforts ont été consentis afin d'avoir cette accession historique. Espérons qu'elle ne sera pas la dernière. Je remercie tout le staff technique et le président de l'APC de Bir Morad Raïs qui nous a soutenus du début à la fin. Je remercie mes collègues de CSB Bir Morad Raïs qui ont fait une année exceptionnelle. Et je remercie Salah. Et je dédie cette accession à Cheikh Nounou الله يرحمه. الحمد لله التعب تاعنا ما راحش في باطل، الجهود قاعد اللي درناهم هاي الثمار ديالها والحمد لله صعود تاريخي لفريق Bir Morad Raïs. ونشكر بلديه Bir Morad Raïs وسورتو حمد لا كونكورد. واليوم نهار كيما اليوم عاد سعيد هذا نترحم على شيخ نونو نور الدين بن عابد ويعطيكم الصحه وسورتو لي جوار اللي وقفوا معنا الطاقم الاداري. Éviter les erreurs des autres clubs qui basent leurs moyens uniquement sur la catégorie senior est l'autre objectif du club. Le CSB forme et compte bien devenir un véritable pôle dans le futur. Le club اللي ما عندوش formation, c'est pas un club. On n'a pas les seniors. الناس ولا ما على بالهمش. On a beaucoup de jeunes والناس تجيبهم يماركيو donc la formation. On va baser sur la formation parce que c'est l'avenir du club. L'accession du CSB en seconde division était également une occasion pour évoquer le problème d'infrastructure. La salle Omnisport dont les travaux ont débuté il y a de cela plusieurs années tarde à voir le jour. عندك لا salle Omnisport اللي ورثناها كانت 10 سنين هي واقفه. On a levé les réserves, on a terminé la toiture وان شاء الله هاد لي 3 mois راح نستاليو لونتربريز اللي راح تكمل لي سي او اس تاع الاخر دون 7 mois ان شاء الله رايحين كيما يقول لك ندشنوا هاد لاصال. Ça a l'air d'être une vraie promesse, en tout cas ces jeunes pleins d'énergie continuent à espérer son ouverture. Et c'est une belle promesse de la part du président de l'APC dans cette mois, l'ouverture de cette salle. Autre bonne nouvelle pour l'APC de Bir Morad Raïs, l'ouverture très prochainement, ou le début de construction d'une piscine semi-olympique. Confirmation une nouvelle fois avec le président de l'APC. On a terminé l'étude تاعها في stade Mohamed Egar dans le terrain de réplique de stade Mohamed Egar. Inch'Allah incessamment on va lancer la piscine semi-olympique de la commune de Bir Morad Raïs. Puoi avere le braccia di Ercole e gambe veloci come il vento. Puoi sollevare le spalle sopra il canestro, avere lo slancio di un delfino, i riflessi di un gatto. Puoi avere tutto questo e avrai il fisico, gli strumenti. Ma non avrai la grandezza finché non capirai che il muscolo più forte è il cuore. Per me questa è l'anima delle Olimpiadi. Transition toute faite après Andrea Bocelli qui nous parlait du cœur qui est l'essence même des Jeux Olympiques. On reçoit un Italien
comme par hasard, la personne de Daniel Couto. Couto, il est organisateur des rallyes et c'est un ami de l'Algérie, Monsieur Couto. Très heureux de vous avoir sur le plateau. Merci de l'invitation. C'est un plaisir d'être ici avec vous en Algérie et à cette transmission. C'est un honneur de vous avoir parmi nous. Un enfant du bled, Mohamed El-Routi, qui vient aujourd'hui avec beaucoup d'amour pour le bled. Il est de retour, il est lui aussi organisateur de rallye et vous collaborez ensemble. Vous allez certainement nous parler de votre passion pour le rallye. Bienvenue sur le plateau. Tout à fait, merci de votre invitation et c'est un honneur d'être avec vous. Aujourd'hui, surtout, le plaisir est partagé. On va surtout découvrir les deux personnages. Et déjà, pour faire connaissance avec le public algérien, on peut en savoir plus de la personne de M. Couto. Alors, j'ai participé à beaucoup de rallyes africaines et européennes comme pilote moto pour plus que 20 ans. Après beaucoup de blessures, avec l'âge qui est devenu obligé d'arrêter, j'ai commencé à faire l'organisateur. J'ai organisé pour 15 ans le rallye de Pharaon en Égypte, qui était épreuve de championnat du monde, de coupe du monde, auto, moto et camion. Très bien. Et après, j'ai quitté l'organisation de Pharaon et j'ai connu ce monsieur qui est à côté de moi, Mohamed, qui m'a convaincu à chercher de concrétiser ce projet, de remporter une autre fois les rallyes de haut niveau en Algérie. Et bon, il n'a pas été obligé à insister beaucoup, franchement, parce que j'ai accepté avec enthousiasme tout de suite. Parce que je pense que la Méditerranée qui vous a rassemblé. L'Italie peut-être. L'Algérie, il a des possibilités, franchement, dans ces domaines qui sont vraiment extraordinaires. À part les paysages, le pays qui est énorme, c'est le pays plus grand d'Afrique, on le sait. Un désert qui se prête vraiment beaucoup à la spécialité. Et beaucoup d'autres choses, les communications avec l'Europe, que c'est le bassin principal des passionnés, ce sont très faciles. Et en plus, beaucoup d'autres additifs qui peuvent faire donner un grand succès à cette spécialité en Algérie, franchement. Et c'est bien. Il y a un engouement. Oui, d'essayer de les remporter. On n'oublie pas que les rallye raids, on est ici. Dakar, il a commencé d'ici. Donc, on a tout. J'ai parlé Dakar, oui. Oui, on a tous les éléments pour faire retourner un grand nombre de participants en Algérie. Alors, contrairement à vous, M. El-Routi, vous êtes un ancien volleyeur, un élève de l'ISTS. Alors, racontez-nous votre passion avec le rallye. Le rallye, c'est-à-dire, moi je suis natif de Mnea, El Gouléa, d'Algérie. Donc, ça fait 25 ans que je suis en Europe. Donc, j'ai exercé comme métier, comme entraîneur, comme joueur au volleyball, toujours. Et ça fait depuis les années 2000, j'ai beaucoup d'amis en Europe et surtout en France qui souhaitaient revenir un peu visiter l'Algérie. Donc, du coup, j'ai pu organiser quelques raids. Des raids avec des amis, on a visité Djanet, Tamaracet, le Grand Sud, d'une beauté qui est assez... surtout le Sud, oui. Le Sud. Donc avec cette idée, on a des amis en commun avec Daniel, et une fois, ça fait 3 ans de ça, on a eu une petite rencontre, on a parlé un peu de la passion, du rallye, de ce qu'on peut faire, et sachant que le grand rallye actuellement, c'est le Dakar, le Paris-Alger-Dakar à l'époque, qui s'est déplacé maintenant à cause de certains événements dans le Maghreb et en Afrique, qui s'est déplacé en Amérique latine. Donc on a dit, pourquoi on ne peut pas le faire en Algérie? Donc on a eu cette idée, il fallait mûrir l'idée. Donc ça fait 2-3 ans qu'on est en train de mûrir l'idée. L'année passée, on a eu l'opportunité avec la Fédération algérienne de sport mécanique, avec M. Chihab Ballou qui était à ce plateau-là la semaine passée comme par hasard. Et vous êtes un fidèle spectateur. C'est un Algérie, tout à fait. C'est un honneur pour nous. Donc j'étais à Nice et je regardais, je dis, on parle de sport mécanique, c'est magnifique. En plus, c'est-à-dire, à part le côté sportif, côté technique, c'est un peu Daniel. Moi, c'est le côté enthousiasme pour l'Algérie. Complémentarité. L'Algérie, moi, c'est l'image de mon pays qui est importante. Et l'année passée, donc, on a tout fait pour essayer d'avoir. En plus, l'Algérie ne remerciera jamais assez ce qu'il a fait Daniel pour l'Algérie l'année passée, d'essayer, parce que les gens, ils ont toujours cette
petite appréhension quand on parle d'Algérie. Ouais. La situation, est-ce qu'on aura des problèmes, pas de soucis. Et l'année passée, on a essayé d'avoir au moins une soixantaine ou 70 invités étrangers qui sont venus. On avait la sécurité, il fallait tranquilliser les gens. Et la plus grande preuve, c'était ce qu'on a vu sur le terrain, parce je peux dire à tout le monde que l'Algérie est sûre, que l'Algérie est magnifique, que l'Algérie est belle et tout, mais une fois que les gens viennent d'eux-mêmes et participer à un événement comme le Sahari de l'année passée, ils étaient un peu les témoins, les ambassadeurs de ce qu'ils ont vu. Nos services de sécurité, ils ont fait un travail monstrueux et ils ont prouvé, il y a des athlètes, il y a des pilotes qui ont dit, on n'a jamais vu un service de sécurité aussi organisé et aussi sûr que votre pays. Et ça nous a vraiment fait, ça nous a boosté. Et surtout le travail de notre armée nationale, la gendarmerie, la police, ils ont fait un travail extraordinaire. Ils s'étaient réunis et avec la politique un peu du pays qui essaie de donner cette image-là qui est réelle. Parce que beaucoup, surtout au niveau étranger, au niveau Europe, la presse étrangère, quand on parle d'Algérie, toujours il y a une petite réticence. Mais la vérité, c'était la vérité du terrain. Les Algériens, ils ont accueilli un peu tous les invités. En plus, c'était avec l'événement du 1er novembre, l'accueil. Je pense que, en plus, j'oublie pas de remercier Canal Algérie parce qu'ils ont fait un travail monstrueux pour la couverture de l'événement. Toute la télévision algérienne nationale. Et surtout en Europe, on voit ça avec un grand plaisir. On voit le désert, les gens. On voit le désert, les gens, l'accueil que les gens ils auront accordé un peu à tous les invités. C'était magnifique. Et c'est pour ça qu'on souhaite cette année encore redévelopper cette idée et avec toujours en collaboration avec la Fédération algérienne et sous l'autorité un peu de notre gouvernement qui est en train de ce qu'on appelle de favoriser et de promouvoir ce genre d'événement pour l'Algérie, d'essayer de revoir un autre événement pareil, le 1er octobre, Inch'Allah, 2016. Et surtout, on a choisi cette date-là, 2016, parce qu'il y a le Dakar qui démarre au mois de janvier. Donc il y a beaucoup de nostalgiques de l'Algérie qui souhaitent venir en Algérie. Actuellement, Daniel, il a beaucoup d'appels chaque jour, pratiquement les gens qui veulent venir en Algérie. En France, pareil, des gens, on peut partir quand, et on essaie de développer. Et surtout, donc j'ai dit le côté sportif, c'est Daniel, un peu pour promouvoir ce sport-là. En plus, on profite, il est un peu modeste, Daniel. Il a une quinzaine d'années d'organisation du Pharaon. J'ai découvert dans ma recherche. Le Pharaon, il a organisé, et à un certain moment, le Pharaon était encore plus important que le Dakar. Une organisation, on va dire, pharaonique. Si on veut, facile de des événements comme ça. Et en plus, il a une vingtaine d'années d'expérience en tant que pilote, participant dans le rallye Dakar, dans les grands rallyes au monde. Donc, si tous les ingrédients sont réunis, je pense qu'on peut redémarrer un peu ce genre d'événement. On venait d'évoquer le terme témoin des rallyes. On n'a pas eu l'occasion de faire la présentation. C'est M. Abdenour Belkhair, notre consultant. Qu'on est à travers la langue, avec plus de 50 ans en service du sport et du journalisme. Lui également, il a été témoin des sports automobiles en Algérie. Déjà un avis sur l'organisation des rallyes en Algérie. Oui, même s'il n'y a pas une épaisse tradition en matière de rallye en Algérie ou de raid, il y a quand même, comme on dit, même de mauvaises herbes ont des racines. Les Algériens aussi, dans leur globalité, notamment les jeunes, ils ont la passion de l'automobile, de la course automobile à fleur de peau, et ils suivent avec beaucoup d'intérêt les différents rallyes, les différentes raids, la Formule 1, tout ça. Sauf que les Algériens, ils ont cette passion un peu démesurée, ils ont beaucoup plus tendance à mettre le pied au plancher quand ils conduisent. Donc c'est aussi un moyen qui peut-être nous permettra à nous tous d'assurer une certaine sécurité en matière de conduite automobile en Algérie, parce qu'il y a une réelle hécatombe chez nous. Il y a énormément d'accidents. Il ne se passe pas un jour sans que des familles entières soient endeuillées chez nous. Peut-être par le biais de ces manifestations, on aura toute la latitude de sensibiliser un peu tous les citoyens algériens quant au massacre qui se passe au niveau des différentes routes. C'est aussi un meilleur moyen pour développer, pour faire prospérer le tourisme algérien. C'est un véritable levier touristique et culturel aussi. Et je pense que l'étendue de l'Algérie, les paysages qui peuvent s'offrir sont quand même, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, de réels ingrédients qui pourraient donner une impulsion à ce type d'événement, même si des difficultés peuvent se vérifier à chaque fois, compte tenu de l'importance un peu de la logistique, un peu de l'importance de l'étendue. Et
je suis sûr qu'avec votre expérience, c'est pratiquement tout le sport automobile algérien qui en sortira grandi. Et on vous remercie pour tout l'intérêt que vous portez à l'Algérie et puis au sport automobile algérien. La machine est mise en marche. On aimerait avoir l'avis de M. Daniel Coteau, qui se base certainement sur son expérience. Les choses les plus difficiles quand on prépare un rallye, certainement vous avez rencontré des difficultés, vous avez également eu les portes ouvertes pour organiser le rallye Raid Sahara ici en Algérie. Bon, franchement, pour le moment, une grande difficulté, on n'a pas eu. Non, vraiment, la disponibilité de l'Algérie à tous les niveaux était vraiment étonnante. Franchement, merveilleuse. Et les problèmes, normalement, sont de côté sécurité. Sécurité pour les concurrents, parce que plus de concurrents on a, et on espère maintenant en avoir suffisamment, il faut prévoir... Vous voulez dire sécuriser les routes? Non, je parle pas de sécurité au niveau de secours, d'éventuels blessés, quand on a 120 véhicules sur piste, il faut prévoir qu'on peut avoir un blessé au kilomètre 5, un blessé au kilomètre 65. Donc, il faut être prêt au secours, à tous les niveaux, hélicoptère, voiture médicale, etc. Et donc, et aussi sur le parcours routier entre les épreuves spéciales. Ce que vous disiez, c'est correct. Le sport, le rallye doit être aussi un moyen d'éducation des concurrents. Non? Par exemple, il faut savoir, c'est bien de savoir que tous les véhicules ils ont un monitorage satellitaire, comme sur des camions, par exemple, et sur les transferts, sur les liaisons de goudron, il y a des endroits, quand il y a de la population, des endroits à vitesse contrôlée. Et si un pilote, un concurrent, va passer ces limites, va prendre des pénalités. Des pénalités qui peuvent arriver jusqu'à l'exclusion de la course. Donc, c'est important pour l'éducation vraiment des concurrents que la vitesse, c'est sur l'épreuve chronométrée. Au dehors des endroits chronométrés, il faut respecter les codes routiers et surtout respecter la population, respecter les pays qui nous va donner une hospitalité merveilleuse comme est l'Algérie. Alors, monsieur Rauti, donc vous venez de le dire, vous avez suivi l'émission de la semaine dernière. Vous avez certainement dû voir les impressions de monsieur Jean Todt, le président de la Fédération internationale de l'automobile. Déjà, quelle impression vous a laissé sa visite ici en Algérie? La seconde, il faut le rappeler. C'est toujours une bonne chose que les instances internationales s'intéressent un peu à un pays comme l'Algérie. C'est toujours un plus. On peut recevoir que du positif de ce genre d'événements. Déjà qu'on fait parler de notre pays et surtout propulser un peu. Nous, c'est-à-dire, actuellement, on est timidement en train de redévelopper la culture sport mécanique. Donc c'est une culture. C'est ça l'étape. La première étape, c'est une culture. Donc c'est cette culture-là. Il y a plusieurs ingrédients. Et dans les ingrédients, il faut que les spécialistes, par exemple la Fédération algérienne, la Fédération internationale, qui s'intéressent à ils peuvent toujours leur ramener un petit plus. Et si cette culture arrive à se développer, tout va. Non, mais surtout, moi, je vois surtout sur les retombées. Oui. Il y a ça, je ne sais pas si vous suivez par exemple actuellement ou dans le monde, il y a certains pays qui se bagarrent pour avoir par exemple les grands prix du Formule 1. Vous avez fait le sujet de la Formule 1. C'est pas la Formule 1 qui les intéresse, par exemple la dernière fois, le dernier Grand Prix c'était Bahreïn. C'est pas que Bahreïn, ils n'ont pas une culture de Formule 1. Oui. Ils ont leur circuit, ils ont développé ça. C'est pour faire connaître leur pays. Oui. Le Qatar par exemple actuellement, un pays magnifique dans le sport et qui fait beaucoup de choses dans le sport dans le monde, ils font certains événements pour faire connaître leur pays, développer cette culture-là. Ils ont fait le handball, ils sont en train de préparer la Coupe du Monde 2022, ils font des événements extraordinaires. Et c'est ce que vous voulez appliquer avec la Fédération algérienne, avec toutes les fédérations. Moi, je suis omnisport. Moi, j'arrive du volleyball. J'adore le sport mécanique, mais surtout la chose la plus importante qui est là. J'adore mon pays. C'est l'image de marque. C'est ça. J'adore mon pays. Surtout de l'autre côté, on a cette nostalgie. C'est pour ça qu'on est toujours fixé sur Canal Algérie pour regarder les événements. Qu'est-ce qui s'est passé le soir, les événements, comme il a cité notre consultant, il a cité les accidents, aussi des fois de belles images de notre carte postale dans le désert. Et c'est ça. À Canal Algérie en famille. En famille, oui. J'ai mes enfants qui regardent avec moi. À son créneau.
Non, c'est-à-dire non, mais surtout le soir, dans les moments, c'est-à-dire après les entraînements, parce qu'actuellement j'ai mon petit garçon que je lui fais un petit coucou, Ismaël, qui fait du tennis, c'est un petit prodige du tennis français, et le soir, comme ça, j'essaie de lui donner cette culture du pays aussi. C'est pour ça qu'on regarde ça. On a beaucoup de chaînes de sport là sur place en France, on a Infosport, c'est le but le Canal Algérie. Mais surtout, moi j'ai dit par rapport aux retombées, médiatiques, l'image. La France organise par exemple le Tour de France. C'est pas que pour le tour lui-même. Les images, les villages qui traversent. Il y a certains gens, il y a certaines personnes qui sont arrivées partout dans le monde. Ils ont visité certains pays parce qu'ils ont vu des images à la télé. de France. Par exemple, grâce à l'Algérie, la dernière fois, il y a des gens qui ont vu. Si vous voyez, par exemple, il y a les photos que les journaux italiens et certaines presses italiennes quand on parle d'Algérie, c'est extraordinaire. Ouais. Donc c'est ça qu'on essaie de rechercher. Ça provoque une fierté chez vous en tant qu'Algérien. Ah oui. Là, vous avez commencé donc à collaborer avec la Fédération algérienne. Quand la prochaine collaboration, certainement à l'occasion du second Rallye Raid, peut-être? Oui. Ah oui, ça c'est sûr. Inévitable. C'est sûr, non. Mais là, en plus, franchement, j'ai de l'expérience, soit comme concurrent que comme organisateur d'autres fédérations. C'est difficile, c'est pas facile de trouver des fédérations sportives comme la Fédération. Elles ont un esprit vraiment sportif. C'est difficile, franchement, de trouver des gens comme ça. Très bien. Dernière minute avec vous, on termine donc M. Mohamed Ravti. Tout à l'heure, vous avez vu le match de volleyball. Quelle impression vous avez laissé la première remarque, je l'entends. Oui. La première remarque, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que j'étais impressionné. Il y avait 4 équipes à Béjaïa. Je dis, purée, c'est un fief de volleyball. Ouais. C'est-à-dire, moi, j'arrive du volleyball des années 80, donc où le volleyball algérien c'était à un certain niveau avec quelques médailles en Afrique, de championnat d'Afrique, une qualification aux Jeux Olympiques au niveau 92. Donc il y avait une belle génération. Ça me fait mal un tout petit peu de revoir un peu que le volleyball n'a plus cet enthousiasme. C'est pas que cet enthousiasme, cette performance, ces résultats qu'on avait à l'époque. Donc il faut des fois se poser des questions et c'est toujours intéressant, c'est-à-dire s'intéresser à son sport. Et quels sont les moyens qu'on peut ramener pour essayer de développer? Parce qu'on a une culture dans le volleyball et dans le handball qui date de certaines années. Et après, il y a eu un déclin. Et maintenant, pour remonter un peu, on trouve toujours, il y a certains pays, je ne sais pas, ils ne sont pas plus intelligents que nous, ils ne sont pas plus forts que nous. Mais eux, ils arrivent à garder une stabilité. Ils travaillent à long terme qui paye. Non. Exactement. Un travail de formation de base, un travail de continuité et un travail de planification. Et bien planifié. Ouais. Cohérence, oui. Et par exemple, quand je vois les Égyptiens et les Tunisiens, qu'ils arrivent à garder, surtout dans les 2 sports collectifs que je maîtrisais plus ou moins, le handball et le volleyball, ils arrivent à durer. Nous, on a une génération qui montait, après on redescendu et on n'arrive pas encore à les rebooster. Il faut se poser des questions, il faut essayer de redémarrer pour donner un peu plus à ça. Généralement, nous, là où le bas blesse, c'est qu'on a toujours opté dans différentes disciplines sportives pour des opérations conjoncturelles et non pas structurelles. Ah. Donc ce qui fait le long cours a toujours été un peu disons là où le bas blesse, comme on dit. Les dernières secondes, monsieur Koto, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui avec monsieur Mohamed Ravti. Espérons vous revoir très prochainement sur le plateau à l'occasion du 2e Raid d'Algérie. Ce sera le 1er octobre 2016. Inch'Allah, ça sera le 1er octobre 2016. Le rendez-vous est pris. Merci encore une fois, ça a été un honneur de vous avoir parmi nous. Merci à Abdel Belkhair. On se retrouve lundi prochain pour d'autres informations plus fraîches, bien évidemment. Merci à toute l'équipe technique du studio numéro 7. Merci à notre régisseur Abdelrahman Hammar, à notre script Amina Boukhalfa, à notre réalisateur Saïd Bouhdi.